Bonjour à tous et bienvenue dans votre programme 1, 2, 3 Santé. Vous le savez, ici on aime prendre soin de vous, toutes générations confondues, et aujourd'hui les enfants sont à l'honneur. La révolution numérique n'a pas épargné les familles. En quelques années seulement, les écrans ont complètement envahi les chambres de nos enfants, petits et grands. Enfants et écrans, un enjeu de santé, c'est la thématique du jour et on débute avec notre question du jour. La tablette, le téléphone, les écrans sont-ils dangereux pour les enfants? Pour y répondre et pour parler d'enfants, qui de mieux que notre pédiatre, docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes également accompagnés de docteur Béatrice Safrano. Vous êtes psychiatre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et bonjour. 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 Première question pour vous, docteur, qui est au contact quotidien d'enfants. Alors, ces écrans ont-ils vraiment envahi nos habitations? Ils sont partout. Les smartphones, les tablettes, les écrans divers font désormais partie du quotidien de la plupart des familles. Ils sont en même temps devenus familiers des enfants, qui les recherchent, qui ont même abandonné leurs jouets familiers. Sont-ils aussi dangereux qu'on le dit et ont-ils quelques avantages aussi? On va éclairer tout ça et notamment grâce à vous, docteur. Alors pourquoi, déjà première question, pourquoi ces écrans attirent tant nos enfants? Alors j'ai envie de dire d'abord parce que nous sommes des êtres qui apprenons par imitation. Et c'est vrai que depuis tout petit, le bébé est en interaction avec une maman qui passe beaucoup de temps sur son smartphone. Parce que ces smartphones ont pris vraiment beaucoup de place dans notre vie. Donc de cet intérêt initial, l'objet même va entretenir les choses puisque ce sont des successions d'images très rapides qui vont entraîner une hyperstimulation au niveau visuel, au niveau des yeux et aussi au niveau auditif. Et donc cette hyperstimulation, l'enfant va ensuite la rechercher en permanence puisque ça l'attire, ça nous attire tous et donc les enfants également. Il fait comme ses parents. Exactement. Mais alors, c'est vrai qu'ils sont additifs, que ces enfants sont hyper excités par ces écrans, mais est-ce qu'on ne peut pas y trouver quelques bénéfices? Est-ce qu'ils ne sont pas nécessaires aujourd'hui au développement de l'enfant? Alors absolument pas. Et j'ai envie de dire bien au contraire, non. En tout cas, dans le développement initial d'un enfant, avant 3 ans, les écrans ne sont absolument pas nécessaires au développement. Un enfant a besoin d'utiliser ses 10 doigts et ses 5 sens pour découvrir son environnement, appréhender les choses dans les 3 dimensions, pour se créer des repères dans l'espace et dans le temps. Et bien sûr, il a besoin d'être en interaction avec son entourage, que ce soit sa mère, son père, sa grand-mère, enfin tout l'entourage humain qui pourra lui renvoyer des interactions et enrichir ses compétences sociales. Parce qu'on a parfois l'impression, on entend même des parents dire qu'ils sont impressionnés des capacités intellectuelles de leur enfant avec des choses qu'ils ont apprises sur les tablettes. Apprendre à compter, apprendre à connaître les couleurs, c'est étrange. Effectivement, mais ils auraient appris autant si le parent avait pris le temps de faire de faire tout ça avec eux, ou même de découvrir ces applications avec eux, parce que c'est vrai qu'il y a des applications pour les tout petits qui sont extrêmement bien faites. D'accord. Pas zéro écran. Pas zéro écran, en même temps il faut limiter au maximum les écrans, quels qu'ils soient, avant 3 ans, mais c'est vrai qu'il y a de bonnes applications pour les tout petits, mais jamais seuls. Un écran, oui, avant 3 ans c'est possible, mais dans un temps limité et toujours accompagné d'un parent pour vraiment soutenir toujours l'interaction dans le réel. Revenons sur le développement de l'enfant dans l'acquisition de certains nombres. Le graphisme, par exemple, ça nécessite un certain nombre de gestes. Est-ce que les écrans ne perturbent pas ça? Bien sûr, on voit de plus en plus d'études montrer les effets négatifs des écrans sur les enfants, et notamment quand l'exposition est précoce et prolongée. Donc on peut avoir des troubles au niveau du développement cognitif, que ce soit les capacités de mémorisation, la concentration, les capacités de coordination, les troubles au niveau de la motricité fine, de l'écriture, et donc des soucis en termes d'apprentissage. On peut avoir aussi des soucis au niveau visuel, puisque on sait aujourd'hui que
le cristallin, l'œil immature des enfants est très sensible à la lumière bleue des écrans et qu'en plus cette lumière bleue diminue la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil, donc avec des troubles de l'endormissement secondaires possibles. Et puis tout le cortège de symptômes psychiques avec de l'agitation, de l'irritabilité, de l'agressivité chez des enfants qui sont longtemps en contact avec les écrans. Alors, tous ces symptômes nous poussent parfois à nous inquiéter, à nous demander si effectivement on n'est pas face à un enfant qui est addict. Je vous propose qu'on regarde ce reportage et on en parle après. La révolution numérique n'a pas épargné les familles. En quelques années seulement, les écrans ont envahi les chambres de nos enfants, petits et grands. Faut-il pour autant s'en inquiéter? De nombreux experts alertent les parents sur une utilisation abusive qui ne serait pas sans risque pour le développement de nos enfants. Bonjour Madame Gourdet, donc je viens vous voir au sujet de ma fille, puisque je trouve qu'elle passe beaucoup de temps sur son téléphone. Et sur les tablettes, donc je m'inquiète un petit peu pour elle. D'accord. Parfois, elle saute des repas, donc je suis inquiète. D'accord. Donc, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Anne-Rose. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. D'accord. Et donc, ta maman semble s'inquiéter justement pour toi, parce que tu es très connectée. Alors, les connexions, c'est combien de temps? Combien d'heures? Par jour, je dirais plus de 5 heures quand j'ai pas cours. D'accord, 5 heures par jour. Et du coup, à la maison, comment ça se passe en fait au niveau de la vie quotidienne? Anne-Rose passe ses journées dans sa chambre, enfermée. D'accord. Puisque ses loisirs, c'est le téléphone, ses copines et les jeux en ligne comme ça. Donc, je ne la vois pas. On va dire comme si il n'y avait personne à la maison. On va dire. Elle n'existe pas. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, Anne-Rose, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aurais bien aimé passer moins de temps sur mon téléphone, être plus ouverte, on va dire. D'accord, très bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, on a fait un peu la phase de découverte pour comprendre qu'effectivement, combien de temps Anne-Rose joue. 5 heures, c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop, pourquoi? Parce qu'effectivement, ça te coupe de la vie en famille, ça te coupe aussi des découvertes extérieures, notamment des temps de rêverie, c'est-à-dire que le cerveau a besoin de temps pour pouvoir se reposer, mais aussi pour rêver, classer ce qu'il faut classer. Et donc, en plus, tu ne dors pas suffisamment à ton âge. Normalement, le minimum, c'est 8 heures de sommeil. Donc, ce que je vais te proposer et proposer à ta maman, vous proposer, c'est un accompagnement en remédiation cognitive. En fait, c'est un accompagnement qui permet, en général, aux personnes, par exemple, qui ont souffert de gros traumatismes ou qui souffrent d'addiction ou qui ont eu un accident, de se réapproprier toutes les fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, c'est par exemple l'organisation, c'est par exemple pouvoir réaccéder aux apprentissages extérieurs, c'est-à-dire faire des jeux de rôle, réapprendre à écrire différemment, réapprendre à réfléchir différemment. Et donc, sur tout ce qui est les zones réflexes du cerveau, c'est-à-dire, tu vois, quand tu joues, tu prends des réflexes, en fait, de jeu. Et ces réflexes-là, pour couper l'addiction, en fait, on va te redonner d'autres réflexes. Voilà, des réflexes qui sont beaucoup plus naturels, sachant que fonctionnellement, les tout petits bébés, en fait, ont soif d'apprentissage et à tout âge, en fait, on a soif d'apprentissage. Et être addict aux jeux vidéo, ça t'empêche, ça te coupe à certains apprentissages qui sont liés aux émotions, au corps et au toucher, à tout ce qui est de l'ordre moteur et émotionnel. Oui, donc depuis le suivi de Bernard, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc, depuis l'APC,
Je souhaiterais savoir quels conseils me donneriez-vous pour continuer les activités à la maison. Alors, effectivement, Bernard, je l'ai accompagné parce que vous êtes venu me voir, parce qu'effectivement, vous aviez remarqué qu'il avait un petit trouble. Les catégories d'enfants comme lui, on les appelle les enfants atypiques. Et donc, dans les enfants atypiques, on retrouve tous les enfants qui souffrent de dyslexie, dysphasie et dysprasie. Et également aussi des enfants qui souffrent du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et donc, pour le coup, c'est le cas de Bernard. Effectivement, l'accompagnement qu'on lui propose, c'est aussi de la remédiation cognitive. Donc, cette remédiation cognitive, c'est de pouvoir lui permettre de se réapproprier son corps, ses connaissances, mais surtout aussi de pouvoir muscler son lobe cérébral, donc qui va lui permettre en fait de mieux connaître son cerveau. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vous apprendre à lui parler de son cerveau, à lui parler justement de comment il peut utiliser telle ou telle fonction de son cerveau. Comme ça, lui, quand on en aura besoin, il pourra utiliser ces processus en fait d'apprentissage. Et donc, à la maison, voilà, il pourra évoluer. Donc, pour l'aspect pratico-pratique, vous avez par exemple voilà, des petites feuilles comme ça et vous lui proposez par exemple de faire des figures. Donc vous mettez les figures, vous les faites, vous lui faites faire des exercices comme ça, pour la mémoire, et où vous cachez les yeux, des choses comme ça. Et puis après, vous lui demandez de refaire en fait la figure. Et en fait, c'est la répétition qui va lui permettre d'exceller. Au niveau neurologique, comme le trouble dont il souffre, c'est une déficience neurologique qui a été découverte depuis sa petite enfance. Et c'est héréditaire. Donc, il faut travailler dans la répétition. La répétition régulièrement sur tous ces exercices-là. Vous avez aussi des objets que vous pouvez acheter. Ce sont des objets en fait qui vont lui permettre, là c'est une boîte magique, il faut essayer de l'ouvrir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Et donc, il doit absolument essayer de l'ouvrir. Et une fois qu'il aura réussi à l'ouvrir, et ben là, il aura gagné la surprise à l'intérieur. Et tout ça, ça lui permet justement de travailler tous les aspects cognitifs pour être autonome dans ses apprentissages. J'ai créé l'association Psychologie Caraïbes en mars 2019. Donc le constat que j'ai fait, c'est qu'effectivement la psychologie était très méconnue en Outre-mer et que voilà, quand on ne sait pas, c'est vrai que c'est pas évident de se dire je vais voir un professionnel pour me faire aider. Et donc le but de l'association, c'est de pouvoir accompagner tout le monde, c'est-à-dire vulgariser un petit peu la psychologie, pouvoir accompagner les parents dans la guidance parentale et accompagner aussi les enfants dans la psychologie du développement. Donc la psychologie du développement, c'est pouvoir, par exemple, il y a un dispositif qui a été financé par la CAF de Guadeloupe, qui est l'accompagnement local à la scolarité. Donc cet accompagnement permet justement de proposer aux enfants donc, tout ce qui est de l'éducation émotionnelle, tout ce qui est aussi le fait de mieux connaître son cerveau. Donc le but, c'est de muscler le lobe frontal, qui est la zone de la réflexion, et leur permettre justement de pouvoir après être autonome en classe et à la maison dans tout ce qui est processus d'apprentissage. L'association Psychologie Caraïbes, c'est une offre de soins globalisée. Donc c'est une association loi 1901 qui permet aux personnes, en fait, aux usagers qui sont suivis au sein de l'association, que ce soit les parents, les enfants, les personnes âgées, de pouvoir en même temps être suivis par le psychologue, pouvoir voir d'autres professionnels de santé, mais à distance, de manière connectée sur Skype, et également aussi de pouvoir faire du sport,
Donc on propose de la boxe, on propose du yoga, on propose de la zumba à tous les usagers donc, de l'association. Et puis également, on accompagne donc, les enfants aussi en groupe sur, voilà, comme je disais tout à l'heure, sur tout ce qui est lié à la scolarité et pour les aider à être le plus autonome possible. Donc l'association Psychologie Caraïbes, APC, est une association innovante dans son approche. C'est vrai qu'il n'y a pas d'établissement qui existe de ce qu'on propose et donc on a besoin de vous pour se développer, se faire connaître et faire évoluer l'association pour le plus grand nombre. Alors, on le voit ici, les parents ont fait la démarche d'aller consulter, mais quels sont les signes qui peuvent nous pousser à amener notre enfant consulter, des signes comportementaux? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, un enfant qui est agressif, un enfant qui est très intolérant à la frustration au moment où on lui enlève son objet, qui rentre dans des colères qu'on a du mal à canaliser, un enfant qui commence à avoir des troubles de l'endormissement, qui dort de plus en plus tard, qui est fatigué en journée, un enfant dont les résultats scolaires commencent à chuter, un enfant qui passe de plus en plus de temps devant la télé, qui est de plus en plus refermé sur lui-même, qui a de moins en moins d'intérêt pour les autres, pour les jeux ordinaires. Classiquement, si un enfant passe plus de 5 heures par jour devant des écrans, et je veux dire tout écran confondu, c'est une consommation problématique, voire addictive des écrans. Alors justement, on entend dire que la consommation, la présence sur les écrans peuvent mimer des attitudes autistiques. Effectivement, on assiste à une certaine population d'enfants qui présentent des troubles qui s'assimilent quasiment en tout point à la symptomatologie autistique, c'est-à-dire les troubles des interactions sociales, troubles de la communication avec retard de langage, et aussi tout ce qui est intérêt restreint, voire comportement stéréotypé. Un enfant qui va mimer les mêmes gestes, qui va s'isoler dans des comportements un peu bizarres. Quand ils sont sur leur écran, ils sont comme dans leur bulle. Ils sont comme dans leur bulle. La différence avec un enfant qui a effectivement un trouble du spectre autistique, c'est qu'une fois qu'on a retiré l'écran, ces symptômes vont rapidement disparaître. Et c'est ce qui fait la différence. Alors, on l'a vu, il y a des changements comportementaux, mais est-ce qu'on a également des changements au niveau du cerveau, par exemple? Vous parliez des yeux tout à l'heure. Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'études qui étudient l'anatomie du cerveau des enfants qui sont particulièrement exposés aux écrans. Et on a constaté que chez ces enfants, on avait une diminution du cortex, qui est un peu l'enveloppe du cerveau. Et chez ces enfants, par rapport au groupe témoin, donc au groupe moins exposé aux écrans, ce cortex est plus aminci, ce qui serait un signe de vieillissement prématuré, sans qu'on sache vraiment si c'est quelque chose de négatif ou de positif. Mais en tout cas, on constate qu'il y a une évolution, il y a une évolution de la physionomie humaine chez les enfants qui sont particulièrement exposés. Et ce qu'on constate aussi, c'est que l'hormone du plaisir, la dopamine, est particulièrement sécrétée chez les enfants qui passent beaucoup de temps sur les écrans, ce qui donne lieu à toutes les théories concernant les addictions aux écrans, puisque c'est le même circuit de la récompense avec la recherche de plaisir qu'on retrouve dans les autres drogues, même les addictions sans objet, comme l'addiction au jeu ou l'addiction... le tabac ou autre. Voilà. On a même constaté aussi, pendant qu'il consommait, pendant qu'il jouait à un jeu, on a pu doser avec ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, on a pu voir les variations de la dopamine, comme vous disiez. Tout à fait. Est-ce qu'il existe des milieux sociaux dans lesquels on va observer plus d'addictions à ces écrans? Alors, les addictions, en général, concernent tout le monde. Il y a des facteurs individuels, mais forcément, il y a aussi des facteurs socio-économiques, il y a des facteurs environnementaux qui favorisent les addictions.
Et effectivement, on assiste actuellement à une fracture entre un certain type de population qui est préparée à bénéficier des apports du numérique et une autre qui va justement avoir les effets néfastes du numérique, renforçant des fragilités préexistantes. Donc c'est un vrai problème de santé publique, voire un problème de justice sociale qui est en train de se jouer. Parce qu'on entend souvent que les grands dirigeants de la Silicon Valley empêchent à leurs enfants d'accéder à des écrans jusqu'à un certain âge, alors que ce sont eux qui les font. Aujourd'hui, alors que ce sont eux qui les font et que ce sont les objets qui ont créé leur richesse. Et aujourd'hui, dans des populations plus défavorisées, on a ces mamans qui laissent en libre service à leurs enfants des écrans qui vont avoir un vrai impact sur leur développement cognitif et social. Alors, nous avons vu tous les dangers de ces écrans pour les enfants en bas âge, mais est-ce qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, il y a quand même des avantages dans leurs apprentissages? Alors bien sûr, l'outil numérique est un outil merveilleux. On n'a jamais eu autant accès à des milliards d'informations à bout de doigt. C'est une formidable chance. On est dans la révolution numérique et heureusement. Mais il faut que cette utilisation des écrans soit raisonnée, puisqu'on sait qu'un cerveau fragile, un cerveau en construction, a besoin d'être préservé d'un certain nombre de choses et a besoin de la réalité pour se construire au mieux. Donc vraiment préserver les enfants sur les premières années, ne pas exposer un enfant à un écran ou au minimum avant ses 3 ans. À partir de 6 ans, pouvoir accompagner toujours l'enfant dans une consommation raisonnée des écrans, pas plus de 2 heures par jour. Après, plus grand, pouvoir lui expliquer le principe d'Internet et au fur et à mesure que l'enfant gagnant en autonomie, en responsabilité, puisse acquérir une utilisation raisonnée de l'outil. Alors vous le disiez tout à l'heure, au-delà de l'éducation de l'enfant, il faut parfois éduquer les parents, puisqu'effectivement, en fonction des milieux sociaux, certains parents vont connaître les dangers et d'autres ne vont pas les connaître. Donc il faut, avant peut-être d'informer les enfants, informer les parents. Oui, c'est essentiel que tout le monde soit informé. Les écrans, c'est un danger. Ce n'est pas un danger en soi. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce n'est même pas clair sur l'origine du danger. Est-ce que ce sont les écrans qui sont le véritable danger, ou est-ce que c'est le temps que les parents ne passent pas avec leur enfant qui est le véritable manque et qui constitue la véritable source de tous les problèmes qu'on constate aujourd'hui? Parce qu'effectivement, les mêmes applications, le même écran utilisé avec les parents qui accompagnent les enfants dans la découverte d'un objet, ça va plutôt être un bénéfice plutôt qu'un risque pour le développement. Alors, dans le même sens de ce que vous dites, ça a remplacé, les écrans ont remplacé beaucoup d'actions dévolues aux mères généralement. Alors, on constate beaucoup maintenant, l'écran sert de doudou, il sert de remplacement, il sert à endormir l'enfant, c'est lui qui fait la chanson le soir pour le rituel du coucher, on le met directement dans le berceau. On dit toujours, et le pédiatre que je suis répète souvent, que les enfants ont besoin d'attention beaucoup plus que d'application. Effectivement, et c'est quelque chose qui concerne tout le monde, que ce soit les pédiatres, que ce soit les psychiatres, parce que c'est des thèmes qui sont régulièrement dans la ligne de mire des associations de professionnels de la santé. L'enfant a besoin de son parent et d'interaction dans le réel pour se construire. On ne le répétera jamais assez. Un écran n'est pas là pour assurer l'éducation d'un enfant. Un écran est là pour soutenir les interactions avec un parent, avec un enseignant. Comme je le disais, on a d'excellentes applications. Encore faut-il les utiliser de manière appropriée et responsabiliser nos enfants dans leur consommation de l'objet.
et en les responsabilisant très tôt. Et effectivement, c'est vrai que pour beaucoup d'enfants, moi je le vois autour de moi, on associe l'écran à du divertissement, alors qu'il peut avoir une autre utilité, et parfois il est même intégré dans les classes d'école. De plus en plus. De plus en plus. Dans les crèches aussi. Dans les crèches également. Il y a d'excellentes applications qui sont faites en collaboration avec des pédiatres, avec des psychiatres, avec des professionnels de la petite enfance pour vraiment faire des outils très adaptés aux tout petits, mais encore une fois sur des temps très réduits et toujours accompagnés du parent. Et pas de façon passive, accompagnée comme vous dites. Et on terminera sur ce point. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir éclairé sur le sujet. Merci à vous également, docteur Kariana. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'aurez compris, les écrans, oui, mais à condition de savoir les utiliser et surtout d'accompagner nos enfants dans leur utilisation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte comme à notre habitude avec la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour, côté pouton. Depuis quelque temps, ces petits gens-là toujours devant un écran, qui c'est télé, smartphone, tablette, tout ça qui est un écran. Nous demandons docteur Béatrice Safrano à donner, qui c'est un psychiatre, pour qui ces petits gens-là aiment ça comme ça. Est-ce que c'est pas mauvais pour eux? Et dis-nous que tini en logis, distraction, et ces petits gens-là aiment ça pour nous-mêmes. Mais ces écrans-là, pas trop bon pour eux. Parce que là, ils sont devant ces tablettes-là, ou devant télé-là, ils n'ont pas qu'à faire rien d'autre. Ils n'ont pas qu'à parler avec famille. Conseil quand la tactile, ils n'ont pas qu'à utiliser mes aïeux, ils n'ont pas qu'à bouger, ils n'ont pas qu'à faire sport non plus. Ni ça qui prend poids. Et qui peut aussi attraper diabète. Et tout ça qui fait qu'ils n'ont qu'à attraper, ça, ils ont qu'à créer difficultés psychomotrices et difficultés d'attention et mémoire. En fait, mentir, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Il faut accompagner ces petits gens-là parce que peut apprendre aussi avec ta bête là. Il faut les parents, un bon exemple là. Nous bout pour jeudi là, on nous rétévéatif pour que là, toujours été docteur.